Bonsoir, tozongilelo susu bongo nakiti ya Congolese Support Group à Glasgow. Et comme je disais aujourd'hui, nous retrouvons encore sur cette fois-ci la plateforme du Congo Support Group de Glasgow dans l'examen politique de la situation flagrante que nous sommes en train d'observer en République démocratique du Congo. À l'autre bout du micro, c'est votre frère et un des leaders du mouvement politique, le Congo Support Group, qui est ici Sakinkela ou Amazulu. Aujourd'hui, nous allons introduire un sujet de réflexion par rapport à la situation que nous sommes en train de voir. Et nous allons essayer de porter le courant un peu plus loin, c'est-à-dire être en mesure de voir un peu plus au-delà. Aujourd'hui, notre sujet, c'est la politique du complot esclavagiste et les thèmes de la dépopulation meurtrière de la RDC. C'est quelque chose que nous pouvons observer de manière assez concrète. Depuis les années 90, on a toujours parlé de la néocolonisation de l'Afrique. La néocolonisation de l'Afrique a fait couler beaucoup d'encre, s'est fait entendre parler pendant assez longtemps. Et encore aujourd'hui, on est en train de parler de la néocolonisation de l'Afrique. J'aimerais ici parler en termes de néocolonisation de la République démocratique du Congo, l'ex-Zaïre. Cependant, nous allons essayer un peu d'être risqués dans le raisonnement. Nous avons vécu pendant l'époque Kabila une situation, pendant le régime Kabila, qui peut se finir de toute manière, ou de manière assez acceptable, je voulais dire, comme une mise en otage de l'état des droits congolais, une prise en otage du peuple congolais. Maintenant, l'esclavagisme est-il ou pas une prise en otage d'un déterminant peuple? La question sur laquelle nous ne sommes pas posés ou nous ne sommes pas orientés était plutôt de savoir les acteurs de cet esclavagisme. Nous avons peut-être fantasisé les envahisseurs venus d'outre-mer sans pour autant avoir regardé plus près de nous. La République démocratique du Congo ex-Zaïre est un État, a été pendant un temps assez long, un État de droit. C'est-à-dire où il y a centralisation du pouvoir, où il y a centralisation des décisions, où il y a centralisation de l'administration. Et par conséquent, une manière pour prendre en otage un État, pour prendre en otage ces peuples, désormais passe à travers la mise sous clé de ces pouvoirs centralisés, de cette administration centralisée, de cette politique centralisée, de cette gestion centralisée. La mise sous clé, la mise sous dépendance, ou le séquestre de ce pouvoir centralisé peut se définir et se définit en normes juridiques ou tout simplement en termes, comme on dit, des logiques. Une mise en esclavage. Que sommes-nous en train d'observer aujourd'hui? Nous sommes en train d'observer, et nous avons observé pendant très longtemps, une lutte continue du peuple congolais. Une lutte qui semble devenir une culture, la culture de la lutte. Une culture de la lutte qui semble se cimentiser, se cicatriser dans les plaies qui caractérisent ces grands pays, ces grands peuples. Ainsi, donc, de génération en génération, on se met à produire des revendiquants sans solution de fin. Mais cette revendication sans solution de fin naît d'une solution
d'une condition de soumission, de bavure, comme nous aimons bien le dire, de balkanisation. Mais bien, la balkanisation est un tout autre moyen de parler de colonisation. Et pendant que nous sommes en train de parler, pendant que nous avons été dans la discussion, dans les discussions théoriques, scientifiques, philosophiques sur la néocolonisation de l'Afrique, eh bien, la colonisation, la néocolonisation de la RDC, de la République démocratique du Congo, eh bien, c'est fait devant, sous nos yeux, sans que personne ne se rende compte. Un grand pays a été transformé en une blessure qui semble n'est plus guérie, mais bien au contraire, devenir une normalité. Une normalité d'une vie vouée aux difficultés. Une vie vouée à des incapacités. Une vie vouée à la pauvreté. Quand on parle de la République démocratique du Congo, on dit que c'est l'un des pays les plus riches du monde, ou les pays les plus riches du monde, en termes de recherche du sol et des sous-sols, habité par un peuple qui chaque jour se réveille, chaque matin se réveille de plus en plus pauvre. La seule manière pour pouvoir justifier cette situation, c'est celui d'acquérir, d'accepter un état d'exploitation coloniale. Parce que ce n'est que sous la colonisation qu'un peuple propriétaire d'un territoire riche et pauvre, il ne peut s'agir que de la colonisation, mais une colonisation fantasmagorique, une colonisation à la fantomas, une colonisation menée, orchestrée et mise devant les yeux par des insoupçonnés. Une colonisation qui ne semble pas être une colonisation, mais l'est. D'un côté, nous avons cette colonisation, de l'autre côté, nous avons la mise à mort, les meurtres continus, les abus sur les mamans et les femmes en général, sans parler des abus sur les petits garçons. Les différentes missions humanitaires, Monique, Casque Bleu, qui viennent après un autre avec pour rôle d'abuser les jeunes filles. Une destruction, une plaie qui se consomme par des mouches à ciel ouvert, mais sur lesquelles on ne fait pas se poser des questions ou on tarde à comprendre les instruments de gestion. Aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à un meurtre à ciel ouvert du peuple congolais. Chaque jour que nous dormons et nous nous réveillons, des centaines, des dizaines de milliers de Congolais ou perdent la vie ou sont déplacés par force. Il s'agit en clair d'une destruction d'un pays où des enfants sont réduits à une vie militaire précaire que je définirais juste de la chair pour canon. À nous, contemporains, qui sommes en train de chevaucher cette étape de notre pays, quelle est notre responsabilité et quelles sont les conclusions que nous en tirons? Quelle est notre responsabilité devant ces drames? Eh bien, la responsabilité est celui de méconnaître les pouvoirs instaurés, le pouvoir géré de l'extérieur, qui, quand la pression augmente, change de représentants, change de figures, sans pour autant changer de mission, sans pour autant changer les destinations. La désobéissance populaire ne peut être possible que quand elle est accompagnée à un niveau de connaissance élevé.
Car une désobéissance populaire dans l'ignorance devient une arme dangereuse, devient une arme meurtrière. Meurtrière de qui? Meurtrière de soi-même. À coups de bâtons rompus, nous sommes passés d'un leader à un autre. Nous sommes passés de Kamere à Kamere, de Kabila à Tshisekedi. Ou je dirais plutôt de Kanamba à Tshisekedi. Encore, nous sommes attachés à la possibilité d'une transformation de notre pays par la main de l'instrument appelé la politique. La politique est la hache qui nous secoue la tête. La politique, avec tous ses acteurs, connus et non connus, sont l'instrument même de la destruction. Parce que c'est à ce niveau-là, c'est au niveau de la centralisation du pouvoir que l'ennemi s'est instauré, car après avoir mis sous clé ces pouvoirs centralisés, eh bien, nous avons assisté sans le connaître à une recolonisation, à la nouvelle colonisation de la RDC et au meurtre à ciel ouvert de sa population. Souvenez-vous de Léopold et des 60 millions de Congolais tués durant la colonisation. Oui, la colonisation comporte un prix à payer en termes de morts, en termes de sacrifices, en termes des abus sexuels, tout en passant le long. Et nous sommes en train de vivre la même situation léopoldnique. Nous avons connu la situation léopoldnique pendant le pouvoir Kabila et qui est en train de se prolonger. Je ne parlerai pas du pouvoir Kabila, mais je parlerai d'une gestion d'un pouvoir colonial. Comme je l'ai dit au début, la colonisation, c'est un état où le peuple dans un pays riche est réduit à travailler et produire les biens et de la richesse qui sont destinés à autres, qui sont destinés à d'autres éléments, à d'autres appartenances. Et la RDC, avec toute la richesse dont elle regorge, pour avoir la population aujourd'hui reconnue la plus pauvre du monde, ne peut être qu'un pays sous tutelle coloniale. Qui est le colonisateur? Nous le savons très bien. Mais notre premier souci, ce sont les instruments que les colonisateurs utilisent. Les colonisateurs d'hier, aujourd'hui, sont les grands multinationales auxquels c'est soi-disant l'hyper des fantins. Comme disait mon grand frère Yatiti, des tigres en carton. Fondopis. Par qui sommes-nous représentés? Par des tigres en carton, dirait mon aîné Yatiti. Des tigres en carton, des léopards en carton, qui ne peuvent que trahir, ne font que trahir toute expectative, toute espérance populaire, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Cependant, les acclamations viennent de ceux qui, plongés dans l'ignorance, espèrent obtenir ou réaliser un certain paramètre de liberté. Mais cela est impossible, parce que nous sommes en train de parler d'une colonisation. Et la politique de la République démocratique du Congo est aujourd'hui à effet l'instrument même de la colonisation. Nous ne pouvons pas continuer à utiliser le même instrument qui a été conçu et utilisé pour nous oppresser. Nous ne pouvons pas penser obtenir la liberté en utilisant ces mêmes instruments. Les maréchals Mobutu disaient, on ne peut pas obtenir par des négociations et des conférences ce que l'ennemi détient par la force des armes.
On ne peut pas obtenir par des conférences et des négociations ce que l'ennemi obtient par la force des armes. Ce que l'ennemi retient par la force des armes. Et donc, les seuls instruments sur l'ordre de la force des armes et la désobéissance populaire de toutes les autorités. Je vous assure, il n'y a aucune autorité qui naît selon les schémas de la politique coloniale qui nous a été laissée depuis la politique depuis l'indépendance, une politique qui a été dessinée sur la carte de 1885, puisse pouvoir nous donner un quelconque paramètre de liberté. Non, ce ne sera qu'une illusion après un autre. Génération et génération, nous sommes devenus des générations de combattants. Des combattants sans destination, sans victoire. Des combattants qui ont même perdu, oublié pourquoi ils sont en train de combattre. Le combat s'est transformé en une raison de vie où l'on combat. Les grands-parents ont combattu et n'ont pas obtenu. Les enfants ont combattu et maintenant les petits-enfants sont en train de combattre. Avec les risques ceux qui vont venir puissent combattre. Depuis 1800, nous avons commencé à combattre. Mais ce n'est pas depuis 1800, depuis l'arrivée coloniale que nous avons commencé à combattre. Et les colons s'est adaptés de manière en manière, en mettant des vestes différents. Et aujourd'hui, nous avons devant nous les nouveaux vestes des colons. Ces colons qui lui semblent être une entité démoniaque qui est capable de se revêtir des chairs et des peaux humaines, utilisent ce qui nous ressemble pour nous soumettre. C'est ainsi que Tshisekedi est arrivé quelque part, on applaudit, on bat les mains, mais on ne sait pas la mission, ce qui anime cette volonté. Parce qu'il n'y aura aucun changement, parce que les changements ne peuvent venir que de la base. Et il faut pour cela que le peuple puisse se réveiller. Nous avons par exemple, l'IDPS soutient la candidature de l'honorable Zoé Kabila, les nationalistes, au pouvoir du poste de gouverneur de la province de Tanganyika. Ça, c'est l'IDPS de Tshisekedi. C'est un jeu macabre. À quel sommes-nous capables de voir ici un complot contre le peuple? Toutes les tendances confondues de la politique manifestée aujourd'hui en République démocratique du Congo devaient être mises aux arrêts avec l'accusation, ici je parle de ces groupes que nous connaissons comme les Caches des Camérés, la FCC des Kanambe et la Mouka des Katoubi devaient être mis aux arrêts pour complot contre le peuple congolais. Il est question d'un complot contre le peuple congolais qu'on laisse mourir, qu'on fait tuer chaque jour. Pour un résultat qu'on sait ne viendrait pas. Parce que nous sommes rentrés dans une phase de néocolonisation présente et visible. Et je suis ici en train de parler en clé politique. On a lutté pendant longtemps et les combattants ont grandi. Nombreux se sont fait vieux. Ils ont commencé la lutte très jeunes. Ils ont eu des enfants qui ont grandi et qui sont entrés dans la lutte. Et il semble que cette lutte pourrait continuer bien après leur mort. Sommes-nous devenus un peuple condamné à une lutte sans solution et sans destination? C'est la grande question que nous devons nous poser aujourd'hui. La solution aujourd'hui, c'est relève d'une capacité de prise de conscience populaire et de boycottage de l'instrument politique. On ne devait pas boycotter la gestion du pays. Mais l'instrument politique, l'organisation politique que nous avons hérédité ne nous laisse pas de choix que celui de la colonisation. Peuple congolais, réveillons-nous. Peuple Congo, réveillons-nous. Car si le futur du Congo, si le futur de la République démocratique du Congo, si le futur
d'intimatie était douté, aujourd'hui, il est plus sombre que jamais. Nous devons prendre conscience du danger. Nous devons prendre conscience de la menace présente. Nous devons réaliser l'élimination selon les modalités de l'éugénisme. Je suis en train de parler d'une épiration ethnique du peuple congolais par l'entremise, ou disons, par l'intermédiaire des agents définis politiques, car responsables de la gestion centralisée du pouvoir, permettent à ces mâles de pouvoir se répandre et ridiculiser, neutraliser, détruire un des grands pays du monde qui est la République du Congo. Ainsi donc, je répète, peuple congolais, réveillons-nous, sortons de ce rêve. Parce que nous sommes en train de faire, comme dit mon petit frère Zamunda, un rêve qui est plus long que le sommeil lui-même. Ainsi donc, réveillons-nous. Ne laissons plus rien au cas. Prenons responsabilité et acte de notre réalité, de notre futur. Parce que si nous ne le faisons pas, personne d'autre ne le fera. Je vous remercie.